Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Nous sommes à Toulouse pour parler cinéma en compagnie de Pierre Callars qui est délégué général de la Cinémathèque de Toulouse. Bonjour. Oui, bonjour. Alors où se trouve la Cinémathèque de Toulouse? Est-ce que vous pouvez la situer? Alors la Cinémathèque de Toulouse est localisée en plein centre de Toulouse. On ne peut pas être plus au centre. C'est entre la place du Capitole et Saint-Cernin pour ceux qui connaissent Toulouse. Elle est installée là depuis 1996 et elle dispose au centre de Toulouse de 2 salles de projection, une salle de 220 places et une autre de 38 places, mais également d'une bibliothèque qui est la 2e, 3e en importance en France, bibliothèque spécialisée dans le domaine du cinéma. Il faut ajouter à cela que c'est également un lieu de conservation de films, qu'il y a des collections à la Cinémathèque de Toulouse et que ces collections se trouvent juste aux portes de Toulouse, un petit peu à l'extérieur. Alors à la base, qui en est le créateur? Alors il faut dire que comme la plupart des cinémathèques, c'est une cinémathèque qui a été créée par passion et je peux dire par hasard. Ça remonte aux années 50, à une époque où on trouvait encore des films qui étaient à l'abandon, des films qui n'étaient pas réutilisés. Il n'y avait pas le même intérêt qu'il y a aujourd'hui pour l'histoire du cinéma ou pour les films anciens. Et c'est Raymond Borde, avec toute une équipe de cinéphiles, qui a jeté les bases de cette cinémathèque et qui, petit à petit, a constitué une collection. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une association, que ce n'est pas la cinémathèque de la ville de Toulouse, puisque nous avons comme tutelle et comme financeur également l'État, la région, le département et la ville. Ça veut dire que nous avons une certaine indépendance puisque nous dépendons de plusieurs tutelles, mais qu'en même temps, nous avons des devoirs, si l'on peut dire, vis-à-vis d'un peu tout le monde. Évidemment, nous allons parler cinéma, nous allons parler de l'histoire du cinéma, pour mieux présenter vos collections, et tout le monde sait que le cinéma a été créé par les frères Lumière. Oui, encore que, on en discute parfois. Je crois qu'il y a eu des recherches aux États-Unis pour prouver qu'au même moment, le cinéma avait été inventé ailleurs. Bon, peu importe, on sait que c'est en 1895, ce n'est pas né du jour au lendemain, il y avait un pré-cinéma, mais les premières séances publics se font en 1895 et ce sont les frères Lumière qui les organisent à Paris et à partir de ce moment-là débute véritablement le cinéma dans un rapport privilégié avec un public, c'est-à-dire que ce n'est pas des expériences pour des savants, c'est un spectacle. Que peut-on voir à l'époque? Est-ce que ce sont des courts-métrages de Max Lander qui sont présentés? Max Lander n'arrivera qu'un peu plus tard, c'est-à-dire qu'au début on découvre l'image en mouvement et donc les opérateurs des frères Lumière vont un peu partout dans le monde, c'était tout à fait dans l'esprit de l'époque, pour aller filmer en Asie, en Afrique et un peu partout ailleurs aussi des scènes de la vie quotidienne. Donc il y a ce côté recherche d'une réalité, de quelque chose qu'on ne peut pas voir et que les photographies ne suffisent pas à décrire. Il y a également des Lumières et surtout avec Méliès, et ça se situe au détour de du siècle précédent, vers 1900, des scénettes qui sont mises en scène. Alors on utilise des comiques, on utilise des acteurs pour mettre en scène des petits spectacles très brefs. Et là, c'est le début du cinéma comme élément narratif qui peut raconter des histoires. Après cette période du cinéma muet, quelle a été l'évolution du cinéma? Disons que de 1895 à 1927-1930, c'est la période du cinéma muet, puisque c'est à partir de 1927, aux États-Unis tout d'abord, puis en Europe, puis ailleurs, que le cinéma devient parlant. Donc pendant cette longue période, le cinéma est muet, mais il n'est pas muet dans les salles. Il faut toujours se rappeler qu'il y avait dans les salles un accompagnement musical le plus souvent. Il y avait des pianistes qui accompagnaient les films, il y avait des musiques qui étaient prévues pour être joué pendant la projection. Il y avait même dans les plus grandes salles de cinéma des plus grandes villes des petits orchestres permanents qui accompagnaient les films. Donc muet, c'est tout relatif, de même que ce cinéma n'était pas en noir et blanc, mais le plus souvent projeté sur pellicule teintée avec toutes sortes de conventions, par exemple du bleu pour la nuit, du rouge, enfin, etc. Mais donc l'évolution, c'est
à partir de, alors les dates peuvent varier d'un pays à l'autre, mais à partir de 1907-1910, avec la création en France du film d'art, on fait venir les grands acteurs de la comédie française, de l'Odéon, pour jouer. Et on essaie d'échapper à ce qui n'était jusqu'alors qu'un spectacle pour salle de café ou pour spectacle forain, pour passer à quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et cette ambition va aller croissant au cours des années 1910-1920, mais surtout 1920-1930, jusqu'au point que dans les années 1920-1930, la dernière période du cinéma muet, il y a de très grands noms du cinéma, de gens qui ont choisi le cinéma, qui auraient pu très bien choisir la peinture, le théâtre ou d'autres formes d'expression artistique, et qui réalisent des films. Alors en France, c'est Marcel L'Herbier, c'est les débuts de René Clair. En Allemagne, c'est Pabst, c'est Fritz Lang, c'est Sternberg. Aux États-Unis, c'est Griffiths, c'est également en Union soviétique, Dovzhenko, Eisenstein. Enfin, on pourrait citer beaucoup de noms, mais toujours est-il que dans les années 20, le cinéma muet arrive à un degré de perfection, de qualité tout à fait exceptionnel. Et lorsqu'on passera à un procédé parlant, et que donc pratiquement en quelques mois ou quelques années, le cinéma muet sera abandonné, il se trouvera des gens pour regretter le cinéma muet, parce que le cinéma muet disait tout avec simplement des images en mouvement. On n'avait pas besoin de la parole. Quand le cinéma parlant a vu le jour, certains acteurs du cinéma muet ont vu leur carrière brisée. Oui, parce que simplement c'était des acteurs qui étaient des acteurs de cinéma, qui n'avaient pas forcément la voix bien placée, ou qui, on l'oublie parfois, étaient des étrangers qui pouvaient faire carrière dans un autre pays. Je pense à un acteur d'origine russe, Ivan Motchoukine, qui a été l'un des grands acteurs français du cinéma muet. Lorsque le cinéma est devenu parlant, du jour au lendemain, on s'est rendu compte qu'il parlait le français avec un horrible accent russe. Horrible, pas parce qu'il était russe, mais parce que ça ne pouvait plus passer dans le cinéma de l'époque. Donc il y a eu des carrières bouleversées. Il y a eu également, petit à petit, un style nouveau de cinéma qui s'est créé. Parce que le fait que ce cinéma qui, à ses débuts, on voyait sur les affiches ou dans les salles, cinéma sonore, parlant, chantant, c'est-à-dire qu'on a tout allé dans toutes les directions, en prenant des opérettes, en prenant des pièces de théâtre, en faisant parler. Mais c'était autre chose que la fin du cinéma muet ou que la Jeanne d'Arc de Drière dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on a quelques dates comme ça du début du cinéma parlant, disons aux États-Unis, en Europe? Est-ce qu'on a des dates précises? Oui, c'est 1927, c'est-à-dire le chanteur de jazz, qui est le premier film sonore, c'est-à-dire qu'il y a conjointement le son et l'image. Et ce n'est pas simplement une musique qui accompagne l'image, c'est à l'enregistrement même, on peut enregistrer le son. En France, il y a un petit décalage, c'est à partir de 1930, je crois, le premier film français sonore parlant, c'est La route est belle, qui est un film avec André Boget, et puis après il y a tous les films de Pagnol, tous les films de Guitry, etc. Quelle a été l'évolution du cinéma dès l'instant où il est devenu parlant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale? Dans les années 30, on assiste à une sorte d'âge d'or du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a d'abord beaucoup de spectateurs qui vont au cinéma. Le cinéma, à un moment où, par exemple, les spectacles lyriques, l'opéra connaissent une certaine crise, le cinéma apparaît comme le lieu du rêve, le lieu de l'évasion, également retient l'attention de certains intellectuels. Alors, pendant cette période des années 1930-1940, il y a de toute évidence une importance majeure du cinéma américain et des acteurs américains. C'est la grande époque de Marlène Dietrich, de Greta Garbo, par exemple, pour prendre des grands noms de comédies musicales qui sont faites, les débuts de Gary Cooper, les débuts également de James Stewart, enfin on pourrait donner plein de noms. Donc le cinéma d'Hollywood qui existait depuis les années 20
connaît mais un développement formidable avec tout cet aspect de rêve qu'il y a autour d'Hollywood. En France également, il y a un cinéma qui est un cinéma extrêmement vivant, extrêmement actif. Et puis dans d'autres pays, je pense en Allemagne, je pense en Italie, je pense en Union soviétique, il y a un cinéma qui est beaucoup plus dépendant de la propagande et de régimes qui sont des régimes autoritaires avec le cinéma qui est aux ordres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, la Continentale a été créée. Pour concurrencer Hollywood, Mussolini a créé la Cinecittà. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de cette époque ? La période des années 40-44, période de guerre, c'est tout d'abord en France. Je commence à parler de la France. Il n'y a plus de films américains. Les films sont présentés tant que c'est possible dans la zone non occupée, mais après, on ne voit pratiquement plus les films américains. Et il y a curieusement, à cette époque-là, un développement du cinéma français qui est très vivant, avec des metteurs en scène qui font leur début. Je pense à Clouzot, je pense à Autant Lara, qui font leur vrai début à cette époque-là. Et une volonté de trouver, alors avec toutes les réserves qu'on peut y apporter aujourd'hui avec la distance, un style national, un style qui corresponde à ce qui apparaît comme une qualité française. Dans d'autres pays, cinéma allemand, il reste très vivant. Mais aux États-Unis, et on découvrira ces films après 1945, il y a aussi toute une production qui continue sur la lancée des années 30, mais également avec des films qui sont des films à sujet politique, qui préparent l'opinion américaine à la guerre et à ce qui va suivre. Au niveau politique, on parlait de Georges-Henri Clouzot, Le Corbeau avec ses lettres anonymes, qui a été mis en exergue à cette époque. Et est-ce que le cinéma n'a pas été victime justement de ces troubles de l'époque ? Le Corbeau reste un très grand film. Je parle là en mon titre très personnel, je considère que c'est un très grand film. C'est un film qui avait été produit par une société allemande, la Continentale, mais il faut savoir que dans les années 30, même après la prise du pouvoir par Hitler en 1933, il y avait une collaboration qui existait déjà et qui était constante entre le cinéma français et le cinéma allemand. En 1939, à la veille de la guerre, Fernandel tournait un film à Berlin, il ne faut pas l'oublier. Donc, lorsqu'arrive l'occupation, ces équipes qui sont habituées à travailler ensemble continuent à travailler ensemble, en dehors ou disons sans trop faire attention à toutes les pressions politiques. Il faut savoir aussi que le cinéma français sous l'occupation, puisqu'on en parle là, n'était pas, au moins dans ses longs métrages, un cinéma ouvertement politique, à la différence du cinéma allemand par exemple. Donc Clouzot tourne et connaît un grand succès avec Le Corbeau, mais après la guerre, après la libération, il a eu quelques ennuis où on lui a reproché à la fois d'avoir travaillé avec les Allemands, mais il n'était pas le seul. On lui a reproché également que dans son film, il y ait peut-être une dénonciation de la France, ce qui me semble un peu exagéré. Mais ça montre, s'il faut en tirer une leçon, qu'on ne peut pas faire du cinéma en toute indépendance. On est toujours dans une époque, on est toujours prisonnier d'un public aussi. Quel est ce public ? Juste après-guerre, la nouveauté de l'immédiate après-guerre, c'est l'apparition du néoréalisme en Italie, c'est-à-dire que à la 1943, 44, 45, au moment même où l'Italie se libère du fascisme et donc connaît un nouveau type de gouvernement, il y a des jeunes metteurs en scène qui apparaissent et qui font un cinéma en prise directe sur la réalité. C'est le cas de Roberto Rossellini, c'est le cas de Visconti entre autres. Ce sera plus tard le cas de Lattuada ou de gens de ce type-là. Donc dans le cinéma de Rossellini ou de De Sica, j'ai oublié De Sica, dans leur cinéma, il y a tout d'abord, et ça tient aussi à ce qu'il y avait moins de pellicules, il y avait plus de studios, enfin disons que les conditions techniques qui parfois créent un art. Je veux dire que le cinéma, c'est une technique, et quand la technique évolue, l'art change du même coup. Donc, dans le cas italien, ce qui se passe, c'est que ce cinéma montre la réalité de l'Italie,
et avec des moyens extrêmement souples, c'est-à-dire prise de vue en extérieur, non pas la qualité d'éclairage des studios, et ça donne un ton tout à fait intéressant, tout à fait passionnant. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler du film Le voleur de bicyclette ? Le voleur de bicyclette, c'est l'un de ces exemples de films néoréalistes. Qu'est-ce qui se passe ? Le sujet, il tient à pas grand-chose. C'est simplement un chômeur qui ne peut travailler que s'il a une bicyclette. On lui vole la bicyclette et avec son fils, et il cherche pendant toute une journée à retrouver le voleur. Bon, l'anecdote est très mince, mais c'est une manière pour le cinéaste Vittorio De Sica de montrer l'Italie, de montrer une ville, c'est Rome, à ce moment-là, et de faire ce qu'on appelle alors le néo-réalisme. Parce qu'avant, on parlait de réalisme, mais c'était un réalisme. Il y avait eu du réalisme dans le cinéma allemand, il y avait eu du réalisme dans le cinéma français ou américain, mais c'était un réalisme qui était reconstitué en studio. Alors que là, avec une caméra très légère, on prend la réalité là où elle se trouve. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous êtes sur Fréquence Évasion, nous parlons cinéma, vous vous en étiez douté. Et là, nous sommes juste passé l'après-guerre. Et à cette époque, il faut dire que nous retrouvons un cinéma de qualité. Le cinéma français de l'après-guerre, qui est un cinéma de qualité, puisqu'on parle alors de la qualité française, mais c'est un cinéma qui continue à se faire le plus souvent, il faut se méfier des généralités, mais qui continue à se faire le plus souvent en studio, avec toujours les mêmes acteurs. Et lorsqu'à la fin des années 50 arrive ce qu'on appellera la nouvelle vague, bien, c'est aussi un retour au néoréalisme, c'est-à-dire qu'on prend des inconnus qui vont devenir célèbres, type Belmondo par exemple. On prend des équipes beaucoup plus légères que ce qui se faisait traditionnellement dans le milieu du cinéma, et on fait donc un cinéma qui veut, une fois de plus, c'est toujours ce qui revient tous les 10 ans, tous les 15 ans, être en prise directe avec un monde qui a évolué. Et c'est ce qui permettra, sur la lancée de la nouvelle vague, à des cinémas militants, à des cinémas dans des pays d'Amérique latine, dans des pays européens également, encore sous régime communiste, ou un peu partout dans le monde, en Angleterre aussi, de faire un cinéma différent de ce qu'est le grand cinéma tel qu'il continue à se faire aux États-Unis ou tel qu'il continue à être diffusé un peu partout. Est-ce que la Movida en Espagne, ça correspond à ça justement ? La Movida en Espagne, c'est l'après-franquisme, c'est-à-dire qu'il y a le choc énorme d'un pays qui, pratiquement du jour au lendemain, ou en tout cas en très peu de temps, découvre une liberté qu'il ne connaissait plus depuis 1939. Donc la Movida, et il y a quelques cinéastes, le plus célèbre c'est bien sûr Almodovar, montre une Espagne sans tabou. Alors que ce qu'on connaissait de l'Espagne avant, c'était plutôt une Espagne avec beaucoup de tabous. C'est pas une révolution technique, c'est une révolution sur le fond et sur l'image que l'Espagne entend donner désormais à travers son cinéma. Est-ce que des réalisateurs comme Fritz Lang dans les années 50 ont marqué cette époque cinématographique ? Oui, Fritz Lang, la grande époque de Fritz Lang, c'est le muet en Allemagne, c'est ensuite la fin des années 30 aux États-Unis. Dans les années 50, il continue à tourner des films, mais ce n'est peut-être plus le plus connu des metteurs en scène. Mais ces années-là, c'est la grande période du cinéma américain avec des genres bien déterminés, la comédie musicale, le western par exemple, le film noir, c'est-à-dire film à sujet policier ou de gangster. Et c'est à la suite de tout un tas d'accords économiques sur lesquels je ne vais pas insister longuement, c'est un cinéma qui commence vraiment, ou qui continue, il gravit une marche supplémentaire, à dominer tout le marché mondial. Et cela grâce à sa qualité technique, grâce à ce qui a toujours été la force du cinéma américain, mais peut-être aussi de l'Amérique, de savoir digérer tous les apports extérieurs. Parce que dans ce grand cinéma américain, les metteurs en scène, les acteurs, sont parfois d'origine européenne. Mais ils ont trouvé, à Hollywood principalement, un lieu qui leur permet,
avec toutes sortes de concessions parfois, mais de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire un produit qui va se vendre partout. Le cinéma, c'est un commerce, on l'oublie parfois. Donc ce cinéma américain, ça reste un cinéma tout à fait exemplaire et avec des atouts nouveaux, la couleur, qui a eu les premiers films en couleur à la fin des années 30, début 40, mais également avec le cinémascope. C'est-à-dire qu'on peut, à une époque où on va encore dans les salles en famille, où on n'a pas la télévision chez soi, on peut aller dans des salles pour voir sur très grand écran des aventures formidables avec les plus beaux paysages du monde et les plus beaux acteurs du monde. On retrouve donc Jane Kelly, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, parmi tant d'autres. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu ces acteurs de cette merveilleuse époque du cinéma et nous parler un petit peu des films qu'ils ont tournés les plus connus tout au moins? Je crois que le cinéma américain de l'époque pose toute la question de savoir qui est l'auteur d'un film et que retient-on dans un film. Est-ce que c'est le metteur en scène? Est-ce que c'est l'acteur principal ou les acteurs principaux? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est le scénariste? Et en fait, je pose la question pour dire qu'il n'y a pas de réponse. Parce que quand on prend un film comme, je ne sais pas, Les hommes préfèrent les blondes ou comme les films de Billy Wilder avec Marilyn Monroe, bien, on se rend compte que c'est un peu tout. C'est-à-dire que c'est un produit qui vient de différents talents, qui est la conjugaison de différents talents. Alors, moi, je garde, par exemple, une nostalgie pour certains films de cette époque. Pourquoi ? Parce que j'avais 15 ans à l'époque, ou un peu moins, ou un peu plus, enfin, c'était dans ces années-là, et que c'est ce qui m'a fait découvrir le cinéma. Parce que aller dans un cinéma et voir certains films américains, c'était, je dis bien aux alentours des années 60, c'était encore se plonger dans un monde tout à fait, je dis pas merveilleux, mais tout à fait déroutant, parce que c'était quelque chose d'inaccessible. Aujourd'hui, on n'a pas le même rapport à l'image. Il faut se dire que la télévision a changé beaucoup de choses. Il faut savoir que l'information est beaucoup plus fréquente. Bon, je dis des banalités, mais c'est la réalité. Et que donc, le cinéma ne joue plus aujourd'hui tout à fait le même rôle que dans ces années-là, où il était à la fois une manière de s'ouvrir sur différents problèmes. Je pense par exemple les films de James Dean, les premiers films qui étaient de Marlon Brando, qui étaient la description d'une jeunesse mal à l'aise dans sa peau, etc. Donc il y avait ce rôle-là. Mais il y avait également dans des comédies musicales ou dans des westerns toute une évasion. Bon, aujourd'hui le cinéma, ce n'est plus du tout la même chose. Il faut savoir que bon, mais c'est comme ça. Comment définiriez-vous le cinéma à partir des années 80 ? L'évolution, c'est la concurrence avec la télévision. C'est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chez soi on peut avoir d'autres images, on n'éprouve plus le même besoin de sortir pour les voir. Ça, c'est le premier point, c'est banal, mais c'est dans les années 60. Deuxième révolution, elle est beaucoup plus récente, c'est à partir du moment où un film, peu de temps après sa sortie, sort en vidéocassette ou maintenant en DVD, se pose toute la question du rapport d'un spectateur, et d'un spectateur cinéphile, pourquoi pas, avec le cinéma. C'est-à-dire, va-t-il considérer, ce qui me semble normal, qu'il n'y a de vrai cinéma que quand on est à plusieurs dans une salle devant un grand écran, ou va-t-il penser que voir le cinéma chez lui à la télévision ou en louant une cassette ou un DVD, c'est la même chose? Oui, maintenant on se rend au multiplex, c'est-à-dire que c'est un petit peu commercial, industriel, et ce n'est plus le cinéma des années 40, 50, 60 dans les salles de quartier, salles de cinéma intimistes. Absolument, c'est-à-dire que ce n'est plus... j'ai connu encore, et j'ai pas l'impression d'avoir 100 ans tout à fait, mais j'ai connu encore des séances de cinéma où il y avait des actualités, un court-métrage, un long-métrage et des publicités à l'entracte. Bon, quand ce n'était pas, avec en plus un petit spectacle, ça pouvait même arriver. Donc tout ça, ça faisait du spectacle cinématographique un tout
Et surtout, il a disparu. Quand vous allez dans un multiplex, vous consommez un film, ça peut être un très grand film, et bravo, ça peut être également, vous entrez par un grand escalier, souvent vous sortez par un escalier de service. Donc c'est plus du tout le même rapport au cinéma. Et c'est ce que nous, ici à la Cinémathèque, nous essayons de maintenir, qu'il y ait un lieu de cinéma avec des affiches dans le hall, avec un spectateur qui va avoir l'impression, parce qu'il passe une porte, parce qu'il voit des images sur un écran, qu'il échappe d'une certaine manière à son quotidien. À Toulouse, il y avait, comme partout d'ailleurs, des salles de cinéma art et essai. On n'en voit plus beaucoup maintenant. Alors, quelle est la place de ce cinéma art et essai ? Le cinéma d'art et essai, ça a été une première défense, une première réaction par rapport à un cinéma qui avait tendance à s'internationaliser de plus en plus, à se banaliser de plus en plus. C'est-à-dire, le cinéma, c'est encore une affaire d'auteur, c'est encore une affaire de créateur. Donc il faut les aider, il faut les protéger. Et en France en particulier, il y a eu un travail remarquable pour défendre à la fois la production de ces films et la diffusion ensuite de ces films, avec le label art et essai qui est donné à certaines salles. Alors, moi je suis, on ne peut plus favorable au cinéma d'art et essai. Encore faut-il que ce ne soit pas des ghettos pour intellectuels à côté de grands cinémas qui, eux, attirent tout le public. C'est toute la question du dosage entre les deux. Mais bon, généralement, ça se passe pas trop mal. Il y a actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un film qui sort doit faire des bénéfices dans les 2 ou 3 semaines qui suivent sa sortie, et c'est ce qui pose un vrai problème. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas le film à sa sortie, vous risquez de ne plus le voir du tout. D'où le rôle encore que peuvent avoir les ciné-clubs, d'où le rôle que nous avons, nous, à la Cinémathèque. Alors ici, à la Cinémathèque de Toulouse, comment faites-vous pour défendre ce patrimoine cinématographique ? Est-ce que vous avez aussi un rôle pédagogique ? Est-ce que vous organisez des ateliers de sensibilisation ? Comment ça se passe ? Il faut tout d'abord dire et redire qu'une cinémathèque, c'est une exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des cinémathèques partout, il n'y a pas une activité de type cinémathèque, je ne sais même pas si c'est souhaitable, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on prend la situation française, il y a la cinémathèque française plus plusieurs lieux à Paris qui présentent des films anciens ou récents, mais avec un travail de ce type. Il y a l'Institut Lumière à Lyon, il y a une cinémathèque à Nice, il y a une cinémathèque à Toulouse, il y a une cinémathèque, pour parler de région voisine, qui a été créée il y a quelques années à Porto Vecchio en Corse, mais il n'y a pas de cinémathèque dans les grandes villes. Et donc, chaque cinémathèque a son caractère, chacune a son histoire. Nous avons la chance d'avoir à la fois des collections importantes, c'est à peu près la 2e cinémathèque en France, et d'avoir des salles qui fonctionnent tout le temps. C'est-à-dire que nous fonctionnons également pendant les grandes vacances, et pendant toutes les vacances, bien sûr. Donc, ça permet à Toulouse d'entretenir un public qui sait qu'il y a un lieu où il peut voir des rétrospectives, où il pourra voir des films muets avec un accompagnement musical, où il pourra aller se documenter, etc. Mais c'est une chance. Je me dis souvent que les Toulousains sont vernis, et moi-même je le suis d'être à la tête d'une maison comme ça, c'est sûr. Donc il y a eu un cycle David Cronenberg ici à la Cinémathèque de Toulouse. Comment ça s'est passé ? Qu'avez-vous présenté ? Alors David Cronenberg, c'est l'exemple même de ce que nous pouvons faire dans une actualité presque immédiate. C'est-à-dire que Cronenberg apparaît, en particulier pour un public jeune, comme l'un des cinéastes, avec David Lynch par exemple, les plus emblématiques, comme on dit maintenant, un cinéaste qui est tout à fait à l'affût de nouveautés techniques, parfois choquantes. Et donc il nous a paru important de faire une rétrospective la plus complète possible de Cronenberg et de présenter en parallèle des films d'un autre cinéaste qui vit lui aussi au Canada, qui est Atom Egoyan, parce que dans cet équilibre Egoyan-Cronenberg, il y a tout ce qui peut être l'héritage d'une littérature aux limites du fantastique, de la bande dessinée, du cinéma. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire je crois que le cinéma n'est pas un art coupé des autres. C'est un art
qui s'imprègne de tout ce qu'il y a autour et qui a une influence sur tout ce qu'il y a autour. Si vous vous intéressez au théâtre, si vous vous intéressez à la musique, si vous vous intéressez à la danse contemporaine, aux arts plastiques, vous vous rendez compte qu'il y a toutes sortes de tangentes, toutes sortes de croisements avec le cinéma. Et c'est ce qui est passionnant, c'est d'essayer de dire je n'étudie pas ou je ne montre pas le cinéma pour le cinéma, mais également j'essaie de voir en quoi c'est en symbiose, en quoi c'est se marie au monde d'autres expressions actuelles. Ces rétrospectives donnent lieu à des débats, à des échanges? Alors oui et non, c'est-à-dire que il y a un parti pris au départ, un parti pris forcément discutable, mais bon, c'est nous qui avons choisi comme ça, c'est que, à la différence des ciné-clubs, il n'y a pas de présentation avant les films. C'est-à-dire que seulement lorsqu'il y a un metteur en scène, un acteur ou quelqu'un qui a participé au film, ou lorsqu'il y a parution d'un livre sur un réalisateur et que l'auteur vient à Toulouse, ce n'est que dans ces cas-là qu'il y a présentation. Donc les films sont montrés comme dans une salle normale, mais il est évident que la Cinémathèque joue quand même à Toulouse un rôle de lieu fort, de lieu brûlant parfois, avec toutes sortes de discussions autour. Ça permet qu'il y ait encore des discussions autour du cinéma. Alors quels sont vos projets à la Cinémathèque de Toulouse? Écoutez, le projet le plus immédiat, et c'est déjà bien en cours, c'est d'avoir un nouveau lieu de conservation qui est juste aux portes de Toulouse, à Balma, c'est la première banlieue de Toulouse, où vont être réunis tous nos films. Je rappelle que nous avons plus de 10 000 longs métrages, plus de 10 000 courts métrages, c'est énorme, ainsi que les affiches, les photos. Donc tout cela va être réuni dans un lieu de conservation qui sera ouvert aux chercheurs mais pas au public. Et pour ce qui est des projets, le projet de la Cinémathèque, c'est de continuer ce travail. Je crois qu'il est irremplaçable, mais dans un domaine qui évolue très vite. C'est-à-dire que ce qu'on faisait il y a 10 ans, par exemple, nous ne pouvons plus l'envisager de la même manière aujourd'hui, parce que simplement, si vous voulez voir les plus grands titres d'Hitchcock ou de Fritz Lang, vous pouvez les trouver en DVD. Alors, la projection ne sera peut-être pas la même que sur un grand écran, mais vous pouvez fort bien chez vous, si vous êtes bien équipé, avoir un rapport à l'image de très grande qualité. Donc il nous faut maintenant inventer de nouvelles choses, c'est-à-dire retenir un public, continuer à faire un travail de construction, de défense du cinéma, mais justement en faisant ce que dont on parlait tout à l'heure, en jouant sur des marges, en essayant de dire dans l'histoire du cinéma quels sont les grands oubliés, quels sont ceux qu'il faudrait remontrer. Alors, nos programmations, je précise, nous les faisons en utilisant les films qui sont dans nos collections, mais également des films qui sont en distribution ou des films qui viennent d'autres cinémathèques. Donc c'est comme ça qu'on constitue un programme. Mais il me semble par exemple important de pouvoir dire, on parlait de lui tout à l'heure, et c'est l'un des projets pour l'an prochain, nous allons essayer de faire, je dis essayer parce que c'est toujours difficile de trouver des copies de films, l'intégrale de Clouzot, qui est un cinéaste français que j'aime beaucoup, que je crois très important, mais dont on ne voit pas toujours tous les films, et dont certains n'ont plus été montrés depuis longtemps. Ça nous permet d'avoir un peu de recul vis-à-vis de l'actualité, c'est-à-dire de ne pas être simplement dans une consommation immédiate comme certains cinémas commerciaux, et ils sont obligés de le faire, c'est leur travail. Nous pouvons avoir un peu de recul et présenter sur un pays, sur un auteur, sur un genre, une réflexion. Pour terminer, vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs afin de les inciter à venir vous rendre une visite ici à la Cinémathèque de Toulouse qui se trouve rue du Thor, il faut le préciser, à 2 pas de la basilique Saint-Cernin. Écoutez, le message, je crois que d'abord, il faut passer la porte. Il y a heureusement 60 000 spectateurs par an qui le font, donc je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et accepter d'être plus petit que l'image. Je veux dire que la différence, et on l'a dit souvent, je ne suis pas le premier à insister là-dessus, entre la télévision et le cinéma, c'est qu'à la télévision, vous êtes
pratiquement aussi important en volume que l'image qui est devant vous, alors qu'au cinéma, vous êtes dans un monde merveilleux où vous avez une très grande image et toute une histoire qui vous est racontée. C'est dans le noir, il y a encore ce côté de spectacle. Donc il faut retrouver, je crois, la magie de ce spectacle, de ce qu'on a connu dans des cinémas de quartier, de ce qu'on a connu autrefois dans de grandes salles. Et ça, la Cinémathèque a un rôle là-dedans. Deuxièmement, je crois qu'il faut constamment aller, mais pas trop, mais un petit peu à contre-courant. C'est-à-dire que il y a un cinéma dominant. On sait très bien ce qu'est aujourd'hui la force du cinéma américain, par exemple. Je crois qu'il est bon de montrer d'autres formes de cinéma, constamment. Non pas pour dire que le cinéma américain est mauvais, mais pour dire que ce n'est pas la seule expression au cinéma, qu'il peut y avoir d'autres styles. De 1996, le président de la Cinémathèque de Toulouse, c'était Daniel Toscan du Plantier, qui était le producteur, qui est mort, vous le savez, très brusquement à Berlin. Et c'est pas un hasard, je crois que Daniel aimait à la Cinémathèque de Toulouse cet esprit qui allait dans le sens de ce qu'il défendait lui-même à la tête d'Unifrance, c'est-à-dire non pas dire c'est nous les meilleurs, les autres sont mauvais, mais de dire il y a la place pour différentes formes d'expression, et en particulier dans le cinéma. Le cinéma est l'un des arts les plus ouverts à un très large public, et je crois que ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait encore dans des lieux de cinéma plusieurs types de langage. Avant de nous séparer, vous allez donner les coordonnées de la Cinémathèque de Toulouse, adresse, téléphone, site internet. Bien, la Cinémathèque de Toulouse, c'est 69 rue du Thor, TAUR, c'est à Toulouse, 31 000 Toulouse. Il y a un téléphone, c'est le 05 62 30 30 10. Il y a également une présence sur Internet. Eh bien, merci, au revoir, à une prochaine fois. Au revoir. Nous étions donc à la Cinémathèque de Toulouse, rue du Thor. À bientôt sur Fréquence Évasion, à Toulouse et dans la région. Fréquence Évasion.